y aller. Donc bonjour à tous, je vous remercie, de votre présence. Je remercie aussi particulièrement Valérie Andrade, donc qui m'a proposé, de faire un atelier dans le cadre de sa semaine pour apprendre, dans le cadre du Festival de l'apprendre. Donc merci beaucoup à toi Valérie. Au départ, on avait imaginé faire ça en présentiel, puis après on s'est dit: «Bon, pour toucher plus de monde, on va peut-être le faire en distanciel». Voilà, sachant que c'était sur un créneau assez court et donc on a lancé la communication et c'est vrai que vous êtes, 88 à avoir, répondu, intéressés, pour participer à cet atelier. Alors, je souhaiterais que ça reste un atelier, que ça ne devienne pas une conférence, donc je vais essayer de faire au mieux. Donc, en gros, je vais vous présenter un certain nombre de choses et mon objectif, c'est de vous faire réagir. Pour vous partager ce qui est devenu, ce qui s'est construit comme étant peu à peu, ma vision, ma compréhension de l'empathie à partir vraiment de mon expérience et non pas à partir, de recherches, théoriques, universitaires, sur ce que c'est que l'empathie. Donc voilà, donc c'est vraiment un retour très pratico-pratique que je vous propose, qui a pas la volonté d'être une vérité absolue, mais qui est mon retour et voilà, que j'ai envie de vous partager pour avoir aussi votre retour, par rapport à ces réflexions. Donc, donc voilà, donc en gros, on va utiliser beaucoup, le chat, donc repérez bien où il est et je vais essayer de le suivre au maximum, lorsque je vais vous poser des questions. Donc je reprendrai peut-être pas tout ce que je vous mettrai dans le chat parce que selon la quantité qu'il y aura, j'arriverai peut-être pas à suivre. Donc ne vous par avance, je m'excuse si j'ai pas repris, vos propos, mais je vais essayer de faire au mieux. Voilà, donc l'empathie et ses pièges. Bon, vous avez vu que j'avais mis, un dessin, un peu enfin, voilà, complètement provocateur même pour, susciter la curiosité. Donc l'idée, c'est d'essayer de sortir de l'image préconçue qu'on peut avoir ou pas d'ailleurs, ça dépend de chacun d'entre nous, de l'empathie. Donc voilà, on va rentrer dans le sujet. Donc la première chose, que j'ai envie, enfin, sur laquelle j'ai envie de vous faire réfléchir, c'est, cette idée enfin, c'est en répondant à cette question: «De quoi a besoin Gaston Lagaffe?» Donc a priori, on peut se dire que Gaston Lagaffe, il a besoin de ranger. Est-ce que vous êtes d'accord, déjà avec ça? De quoi a besoin Gaston Lagaffe, d'après vous? Donc là, je vais voir ce que vous mettez dans Rhabiller. le chat. Il n'a pas forcément besoin de ranger, il aurait besoin de quoi? De se rhabiller d'abord. De se rhabiller, OK. Alors vous pouvez effectivement, tant qu'on n'est pas super nombreux et que c'est gérable, en parlant, vous pouvez. On va voir si ça devient trop cacophonique, auquel cas je vous inviterai à écrire, mais si vous souhaitez, tant que vous ne parlez pas tous en même temps et que c'est gérable, on peut tenter aussi comme ça. De s'y retrouver dans son Il a bazar orangé, il a besoin d'être en harmonie avec soi-même, de résorber son sentiment de honte, besoin de place. OK, de alors, de comprendre pourquoi est-ce qu'il se laisse aller à de tels débordements, organisationnels. OK, de se comprendre pourquoi il se laisse aller à OK, de tels débordements. Alors moi, je pense que quand on dit que Gaston Lagaffe a besoin de ranger ou d'autres choses, ça veut dire derrière, il faut ou il faudrait que Gaston Lagaffe range son bureau ou prenne conscience que ça serait quand même pas mal qu'il range son bureau. D'accord? Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est que oups, attendez, je crois que je maîtrise pas, voilà. Hem, En gros, ce sont son chef et ses collègues qui ont besoin pardon pour la coquille, que Gaston Lagaffe soit moins bordélique. D'accord? C'est pas lui, en fait. Lui, il a besoin plutôt qu'on lui fiche la paix avec son bordel. D'accord? Donc, je pense pas qu'il ait besoin forcément de plus de place. Je pense pas qu'il ait besoin
d'aide. Je pense pas qu'il ait besoin de s'y retrouver dans son bazar sans trop ranger. Je ne pense pas non plus qu'il ait besoin de résorber son sentiment de honte, ni même de motivation pour ranger. D'accord? Tout ça, c'est nous qui avons besoin que lui, il prenne conscience que son bazar nous pèse. OK? Voilà, donc Ouais, mais là, je pense qu'on pardon? il a peut-être pas la capacité de ça, La capacité de quoi? de comprendre. Parce que pour Alors comprendre, faut un certain raisonnement oui, mais mécanique. tout à fait, mais moi je pense déjà là, je pense qu'on est dans un abus de langage et que quand on peut remplacer le attends, il y a mon chat qui vient m'enquiquiner. Quand on peut remplacer quelqu'un a besoin de quelque chose par il faut ou il faudrait qu'il fasse, on est dans un abus de langage. On n'est pas dans de l'empathie. D'accord? Un autre exemple, de quoi a besoin ma chef? Ça, c'est vraiment du vécu, hein. Je l'ai beaucoup entendu, lors de mes accompagnements, de mes formations. Ma chef, elle a besoin de déléguer. Donc ça veut dire il faut qu'elle délègue davantage, de mon point de vue. OK? Donc ce sont les personnes de son équipe qui souffrent du fait qu'elle ne délègue pas et qui donc ont besoin qu'elle délègue plus. Et on peut partir de l'hypothèse qu'elle, elle a au final le besoin opposé. A priori, peut-être, c'est une hypothèse, de contrôler. Donc, elle arrive pas à déléguer, elle veut pas déléguer, elle a pas besoin de déléguer. Elle a besoin, elle, de contrôler et là, ça serait intéressant d'aller creuser dans quel but? Est-ce que c'est parce qu'elle, elle a besoin d'avoir une vision de je sais pas, décharger sa charge mentale, d'avoir une vision bien précise de tout ce qui se passe parce que pour des raisons X ou Y, elle fait pas suffisamment confiance? Voilà, donc il y a plein d'hypothèses à faire derrière ça. Donc là, on est encore dans de l'abus de langage. Donc en gros, quand on peut remplacer quelqu'un a besoin de par il faut que, on est dans de l'abus de langage. Donc moi, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous avez des exemples dans quelles de circonstances dans lesquelles vous dites un tel a besoin d'eux et là, vous êtes en train de réaliser que finalement, c'est un abus de langage. Moi, j'en ai un d'exemple très simple, c'est quand je me dis mon fils, il a besoin de comprendre qu'il faudrait qu'il travaille. D'accord? Ça, c'est mon besoin à moi. Lui, il a juste besoin qu'on lui fiche la paix, en fait. Son besoin à lui, d'accord? Voilà. Donc un tel a besoin de soins psychologiques. Ouais, bon exemple. Est-ce que vous en avez d'autres? Moi, par exemple, dans le cadre de mon métier de conseillère en insertion professionnelle et de référente RSA, souvent je dis aux bénéficiaires, ne pensez-vous pas avoir besoin d'un accompagnement avec une assistante sociale? Mmh. Donc, est-ce qu'on s'en rapproche ou pas? Bah, là déjà, vous posez la question. Oui, Donc oui, vous c'est faites vrai. une Ouais, hypothèse et vous demandez une vérification. Donc ouais. déjà, c'est pas mal du tout, Ok, je ok, ok. pense, enfin de mon point de vue. Tout comme D'accord? pour Là où rebondir c'est sur... gê Ouais. ouais, Mhm. quand Allez-y, c'est allez-y, pardon. Quand c'est gênant, c'est vraiment qu'on est convaincu et voilà et qu'on si on et qu'on quelque part on est dans le jugement, enfin ou dans la projection, c'est un mélange des 2 par rapport à ça. Et oui. Et pour rebondir sur le chat où quelqu'un dit parler du psy, pareil, je ne pose jamais frontalement la question, est-ce que vous souhaitez avoir un accompagnement avec un psychiatre ou un psychologue? Mais je dis toujours, quand j'identifie une situation qui s'y prête, est-ce que vous êtes accompagné dans ce sens? Ou Mmh est-ce que vous êtes accompagné dans cette détresse de laquelle vous me parlez actuellement? Et donc, du mh. coup, ça passe de suite toujours beaucoup mieux plutôt que de dire, est-ce que ça vous dit que je vous prescrive un accompagnement psy? OK. Donc je m'attendais à avoir plus d'exemples dans le chat, mais je vais continuer, OK? Parce que j'ai beaucoup de choses que j'aimerais vous faire toucher du doigt pendant cette heure et je vois que le temps passe vite déjà. Alors, j'aimerais donc maintenant qu'on a fait ce préambule sur le fait que souvent enfin, attention à cet abus de langage. Quand on dit: «Un tel a besoin de», si on peut le remplacer par: «Moi je pense qu'il devrait», on n'est pas dans l'empathie, d'accord? Et son besoin, il est a priori à l'opposé, OK? Donc qu'est-ce que l'empathie?
Donc, il y a le petit Robert qui nous dit que l'empathie, c'est la capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. Et D'accord. comment? Je suis pas d'accord. Ok. Alors justement, après, je veux bien que vous mettiez dans le chat vos définitions de l'empathie. Et moi, j'aime bien la définition de Wikipédia. Alors Wikipédia, voilà, ça a moins de légitimité que le petit Robert. Mais j'aime bien la définition qui consiste à dire que c'est la reconnaissance et la compréhension des sentiments et des émotions d'un autre individu. Et dans un sens plus général, elle représente la reconnaissance de ses états non émotionnels tels que ses propres croyances. Donc en fait, ça tient compte du contexte aussi et ça se rapproche aussi de la compréhension qu'en fait l'anthropologie, qui cherche à comprendre une population avec empathie en se référant aussi au contexte, au fonctionnement, aux croyances, aux valeurs d'une population et pas juste seulement à leur action déconnectée de tout cet écosystème en fait. Donc, j'ai envie de vous poser la question, s'il vous plaît, répondez dans le chat. Pour vous, quelle est votre définition de l'empathie? Alors, il faudrait ajouter dans la définition sans se mettre à sa place, sinon ça devient de la sympathie. OK. L'écoute des besoins sans jugement. Oui. Ça rejoint ce qu'on disait, enfin, ça rejoint mon introduction, le fait que quand on cherche à effectivement identifier les besoins et attention parce que quand on identifie un besoin et qu'on peut remplacer «il a besoin de» par «il faut que», ben, on s'est trompé en fait. OK. Capacité à identifier l'émotion de l'autre avec le recul nécessaire et abstraction de son vécu, à la différence de la compassion, oui. Être à l'écoute, poli, gentil avec quelqu'un, agir avec bienveillance. OK, je prends ce que vous dites, hein, je ne vais pas forcément tout, analyser et rebondir sur tout, je le transmets. Ma capacité à comprendre et à ressentir les émotions des autres, compréhension intellectuelle, émotionnelle des ressentis, émotions d'une personne, ressentir à la place de l'autre, comprendre ses besoins, écouter sans jugement. OK. Alors maintenant, je vais pas vous donner de réponse là maintenant, je vais vous donner ma vision d'une définition, en fin d'atelier. Capacité à comprendre les émotions et les pensées, intentions de l'autre. Là, on va continuer dans des petits exercices. Alors, j'aimerais, que vous saisissiez sur internet le test de la danseuse. Vous tapez le test de la danseuse et vous regardez la vidéo pendant quelques secondes. Je ne sais pas si vous connaissez, cette petite vidéo et vous nous dites dans le chat si vous la voyez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ou alors, vous pouvez, si vous avez la caméra, faire un signe, un sens ou dans l'autre. Sens inverse, dans le sens des aiguilles d'une montre. OK, allez-y. Sens inverse. Allez-y, hein, je ne sais pas si vous y êtes tous. Sens des aiguilles. Pour moi, OK. c'est figé, il n'y a rien qui bouge, hein. Ah, alors, il faut cliquer sur play. Alors, c'est pas la photo que je vous montre, hein. J'ai pas lancé la vidéo. Je me suis dit que ça serait plus rapide si vous, en parallèle, vous allez chercher sur votre téléphone ou sur une autre page sur Internet plutôt que voilà, de vous la projeter, de faire la manip. OK, ça change, on ne peut pas savoir, elle bouge mais ne tourne pas vraiment. Ah bon? Normalement, elle tourne dans un sens ou dans un autre. OK. Alors, quel est le message, que je veux vous transmettre avec cette danseuse? Quels enseignements vous en tirez, sachant que vous avez compris que vous ne la voyez pas tous tourner dans le même sens?
Que même lorsqu'on voit la même chose, on n'a pas tous la même interprétation d'une même réalité. Alors, est-ce que vous voyez la même chose? Hmm. Là, à mon sens, vous ne voyez pas la même chose. Et oui. Là, vous ne voyez pas la même chose, OK? Et contrairement au test d'illusion optique, où on arrive à voir, vous connaissez sans doute tous le test de la vieille dame et de la jeune fille, et une fois qu'on a compris comment on voyait la vieille dame et comment on voyait la jeune fille, on arrive à ajuster notre regard pour voir ce qu'on veut voir. Là, le test de la danseuse, ça s'impose à nous. On a beau savoir, parce que c'est le cas, elle est faite pour être vue tourner dans les 2 sens. D'accord? Donc des fois, pour certaines personnes, elle tourne dans les sens des aiguilles d'une montre, pour d'autres, dans le sens inverse. Pour d'autres personnes, elle change de manière un peu aléatoire. On ne le maîtrise pas, ça s'impose à nous. Il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'elles arrivaient à la faire tourner de sens sur mesure. Moi, j'y arrive pas et c'est très, très rare, a priori. Je sais Moi, derrière. peut-être que parmi vous, il y en a, mais sachez que c'est très, très rare. Donc vous êtes pas représentatif. La majorité de la population, on sait, vu qu'on nous le dit, que tout le monde nous le dit, qu'elle est faite pour tourner dans les 2 sens, mais on n'arrive pas à la voir tourner dans l'autre sens. D'accord? Donc quel est l'enseignement que je veux vous faire passer par rapport à ça? Qu'est-ce que je veux vous faire dire? La préconception. La préconception, alors sans aller si loin, de manière plus simple. Alors attendez, je suis plus dans le chat. Oups, oups, oups. Je ne sais pas si vous me mettez des choses. Il est où? Ah, je l'ai caché. Chacun voit les choses sous son prisme, chacun a une perception différente des choses. Et voilà. Chacun, on voit ce que l'on veut, le point de vue. Alors, pas forcément ce que l'on veut, ce que l'on peut, parce que là, ça s'impose à nous. Moi, j'aimerais bien l'avoir tourné dans les 2 sens plus facilement comme je veux, et en fait, j'y arrive pas. On est tous différents et on ne connaît pas l'autre avant de lui parler. Ouais, en fait, ce que je veux vous dire avec cette danseuse, c'est que comprendre l'autre, se mettre à la place de l'autre, comprendre ses ressentis, et cetera, c'est très, très, très compliqué. Il y a plein même pour cette histoire de danseuse, enfin, c'est quand même hallucinant qu'on n'arrive pas à voir la même chose alors qu'on regarde la même chose. Donc ça, c'est vrai pour tout, en fait. Et on peut se dire qu'on va faire un effort, en gros, ça suffit pas d'aller poser 3-4 questions à une personne pour comprendre son point de vue. Ça suffit même pas de vivre avec elle pour comprendre son point de vue. En fait, il y aura toujours une zone d'ombre. C'est un but vers lequel on tend, mais on n'arrivera jamais, même avec empathie, même en étant hyper empathe, à comprendre parfaitement une autre personne. C'est voilà, c'est vain. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer, ça veut dire qu'il faut aborder ce sujet avec énormément d'humilité et faire des hypothèses. On ne peut que formuler des hypothèses. On ne peut pas savoir complètement, ce qu'une autre ressent, comprendre le point de vue d'une autre, comprendre quels sont les besoins d'une autre personne. D'accord? C'est impossible en fait, ça nous échappe. Il y a une grande partie qui nous échappe. OK? Il y a un côté Est-ce un que peu égo. Il n'y a pas comment? un côté. Il n'y a pas un côté un peu égocentrique Un côté égocentrique à quoi? à une approche comme ça. L'empathie, c'est. On peut être empathique si on n'est pas égocentrique et pas l'inverse. Oui, ah ben, si on est oui, s alors, on va y venir, sur gardez votre question, OK? Mmh. Et on va garder-la pour tout à l'heure et je pense on pourra en rediscuter. Voilà, donc c'est vraiment une leçon d'humilité, OK? On ne peut faire que des hypothèses, c'est extrêmement difficile de se mettre à la place de l'autre, de comprendre l'autre. J'aimerais maintenant, vous faire un petit jeu de rôle, rapidement. J'aimerais qu'il y ait l'un d'entre vous qui se porte volontaire pour jouer le rôle d'une personne qui défend un point de vue non éthique, socialement inacceptable. D'accord? Donc la personne change de casquette, enfin se met une casquette, change de prénom, c'est vraiment un jeu de rôle. Et les autres personnes, vous allez la questionner dans le chat, s'il vous plaît. C'est pas, voilà, pour que je puisse avoir la trace de ce que vous dites, de manière empathique.
Donc, qui parmi vous, et j'espère qu'il y en a un, qui serait volontaire pour jouer le rôle d'une personne qui défend un point de vue vraiment inacceptable? On vérifie que ça dérange personne parmi les participants. Si ça dérange une personne sans se justifier, on change de sujet et ensuite on démarre pendant quelques minutes. Donc qui se porte volontaire? Alors là, je veux bien que vous mettiez le micro pour la personne qui se porte volontaire. Je peux, OK, si ça Daria. dérange personne, oui. OK. Alors Daria, je vous invite à changer de prénom, à vous dire: «Je joue le rôle de Je joue le rôle de Marie. Marie». OK, et Oui, donc chez moi. quel est le point de vue de Marie? Par exemple, elle pense qu'il faut obligatoirement tuer les animaux abandonnés, les animaux sauvages, voilà, les animaux errants, voilà, dans des villes. Il faut tuer les animaux errants. OK. Mhm. J'aurais aimé quelque chose qui soit un peu plus inacceptable, Un peu quelque chose plus inacceptable. qui soit encore plus choquant. Euh, ok. Euh, rééduquer les personnes homosexuelles. OK. Alors, Je sais pas. alors, un petit point d'attention, est-ce que ça dérange quelqu'un ici qu'on aille sur ce sujet? C'est un peu un sujet, enfin, euh, C'est ce que vous avez demandé. ouais, mais ouais, quelque chose d'autre. Je suis ouverte aux propositions. Je sais pas. Défendre le sort des animaux élevés en batterie. Défendre le sort des animaux élevés en batterie. Tu veux le prendre, Géraldine? Pas forcément, non, je laisse le. Marie Ok. avait envie de jouer, Ouais. donc Ouais, qu'elle y mais aille. faut que ça soit, quelque chose qui lui parle. Ça te parle? Pas trop. Ok. Alors j'essaye d'en retrouver que j'avais eu une fois qui est pas très dérangeant. C'est par exemple une personne qui disait qu'elle refusait en service public de servir les personnes qu'elle jugeait moches, laides. Ah, ok. Ok, Pourquoi pas, oui. d'accord. Ok, donc est-ce que tu peux excusez-moi, j'ai tutoyé Géraldine parce que je la connais. Donc, est-ce que vous voulez bien juste présenter, voilà, donc dire vous travaillez, je sais pas, à la poste et au guichet, toutes les personnes laides, vous refusez Oui, de oui. les servir. Oui, c'est-à-dire, moi, je travaille au guichet et chaque jour, je vois plein de gens, voilà, qui viennent me voir. Et moi, j'en ai marre déjà des personnes qui sont moches, laides et qui sont, par exemple, avec des cheveux sales, voilà, ou bien des moustaches pas bien coupées, voilà, avec peut-être des ongles sales. Moi, je déteste ça et je pense que si on voit que la personne qui vient nous voir euh, est sale, moche et laide, on peut sans problème refuser le service. Ok, merci. Alors maintenant, les autres personnes, je vous invite dans le chat à poser des questions à Daria, voilà, À pour la Marie. comprendre. À Marie, désolée, Marie, bien sûr, à Marie. Allez-y. Est-ce que vous avez l'impression que ces Oui, personnes vous manquent de respect? oui, c'est ça. Justement, parce que il faut quand même se laver les cheveux avant de venir me voir. Ils sont dans un établissement public avec beaucoup de gens. Il faut quand même avoir un Ok. minimum de respect. Si elle est juste laide et moche et pas sale. Ça aussi, je déteste parce que quand même, on devrait avoir notre propre plaisir au travail. Ok. Que faites-vous du respect de la dignité humaine et implique de traiter toutes les personnes avec respect? Ben, rien parce que moi aussi, je suis un être humain et je voudrais qu'on me respecte et je voudrais quand même travailler dans des conditions agréables. Ok. Ce qui n'est pas possible avec des personnes moches. Ok. Allez, d'autres questions. Cette position ne heurte pas les principes de neutralité
Si, si, Fait le tri? Qui fait le tri? c'est moi. Ok, ok. Continuez. Quelques autres questions. Les principes de neutralité, c'est nul, parce que c'est pas possible de les mettre en place. Vous trouvez-vous belle? Oui, oui, bien Ne, sûr. ne pensez-vous pas qu'un service public doit répondre à tous? Non, non, parce que comme les critères de beauté sont pas vraiment les mêmes pour chaque personne, c'est-à-dire si moi je trouve cette personne moche, elle peut choisir une autre conseillère qui va Ok, peut-être la trouver belle ou bon. ok. N'avez-vous pas peur des effets sur l'estime de ces personnes? Non, pas du tout, ça m'est égal. Qu'est-ce qui ferait évoluer votre jugement? Je crois que rien. Ok. Mince. Allez, on va s'arrêter là. Euh, Oh là là, alors, c'était difficile. depuis quand avez-vous choisi de ne pas accueillir des personnes qui vous semblent laides? Dernière question. Euh, Depuis le moment où j'ai compris que ça me met mal à l'aise, Ok. et oui, ça ruine Mais ma journée. merci Marie, merci Daria d'avoir Désolée. joué ce jeu de rôle. Voilà, merci beaucoup. Je suis contente de vos réponses parce que voilà. Alors maintenant, la question que je vais poser d'abord à Daria, est-ce que vous avez l'impression, non, d'abord à Marie, pardon, est-ce que Marie, elle est encore là, vous avez l'impression que les questions qui vous ont été posées étaient empathiques? Plutôt oui, dans la majorité des cas, c'était plutôt empathique. Bien sûr, les questions comme vous vous trouvez belle vous-même, c'était pas vraiment empathique, mais les autres, plutôt oui. N'avez-vous pas peur d'avoir des effets sur l'estime de soi, etc. Oui, oui, je trouve que oui. Ok. Merci Marie. Les autres participants, avez-vous l'impression que les questions qui ont été posées... Allô, vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est parce que j'entendais plus le même bruit, j'ai cru que j'avais un problème. C'est le son de chez Daria. Est-ce que vous avez l'impression que les questions qui ont été posées étaient empathiques? Certaines questions ne me semblaient pas assez neutres. Oui. Ok. Alors, on va reprendre les questions. Pop, pop, pops. Euh, ok. Est-ce que vous avez l'impression que ces personnes vous manquent de respect? Ok. Quels sont, Marie, pour vous les critères d'une belle personne? Ok. Et si elle est juste laide et moche et pas sale? Ok. Question pour comprendre. Qu'est-ce que vous faites du respect de la dignité humaine et implique de traiter toutes les personnes avec respect? Est-ce que cette question-là est vraiment une question qui cherche, et les autres hein, qui viennent derrière, est-ce que ces questions-là, je ne vais pas toutes les pointer du doigt, mais elles sont vraiment des questions pour comprendre Marie, ou est-ce que c'était des questions, enfin, moi je les voyais autrement. Quelle est l'intention, l'objectif de ces questions? Est-ce que c'était vraiment pour comprendre Marie? Ouais, la faire changer Oui, d'avis, la faire changer d'avis. Ouais, ouais, justement. c'était ça. Et donc elles n'étaient pas empathiques, ces questions. Il y avait du jugement derrière. Et c'était pas du tout pour, au départ ça voilà, alors que je vous avais en gros, ce que je voulais vous faire vivre là, c'est que quand on n'arrive pas à adhérer à quelque chose qui nous choque, donc c'est pour ça que je cherchais un cas extrême, hein, que je voulais suffisamment extrême tout en étant non plus enfin voilà, il fallait que ça reste dans le cadre du raisonnable. Bah, en fait, on tombe dans le travers de ne plus arriver à poser des questions d'empathie. Alors déjà, c'est pas facile, hein, je vous l'ai dit, on confond chercher le besoin et dire il faut que la personne fasse ça. Mais là, on tombe dans le travers de chercher à faire prendre conscience à la personne elle a tort de penser comme ça et de vouloir la faire changer d'avis. Donc là, on n'est pas dans la compréhension de ce qui l'amène à penser ça, en fait. Et donc, en fait, moi, j'en suis arrivée à la conclusion que quand on n'arrive pas à adhérer aux croyances, aux valeurs, au fonctionnement, au comportement d'une personne, on n'arrive pas à
chercher à la comprendre. En fait, on confond quelque part comprendre, c'est-à-dire analyser, et adhérer. Et si on sait que de prime abord, on ne va pas adhérer, bah là, on bloque et on n'arrive pas à aller chercher, à analyser, à comprendre la personne. Et voilà, donc là, l'idée, c'est de vous faire prendre conscience de ça. Donc en fait, c'est beaucoup plus facile d'être empathique avec les personnes qui nous ressemblent, qui ont les mêmes croyances que nous, les mêmes valeurs que nous, les mêmes comportements, les mêmes fonctionnements que nous, d'accord? C'est beau et encore, c'est pas si simple que ça parce qu'on voit bien que, enfin, à chaque fois qu'il y a une tension avec une personne, en gros, c'est qu'il y a un problème qu'on n'arrive pas à la comprendre, hein, même si elle n'est pas très éloignée de nous. Mais face à des personnes qui nous choquent, dont le comportement, dont les croyances nous choquent, c'est extrêmement difficile d'être empathique. Et moi, je suis convaincue que c'est justement avec ces personnes-là qu'il faudrait réussir à dissocier, comprendre et adhérer pour aller analyser c'est quoi le vrai problème, en fait, pour pouvoir non pas excuser la personne et l'autoriser à, mais pour, pour regarder le problème avec lucidité et gagner des billes pour pouvoir mieux le résoudre. Je ne sais pas, peut-être que Marie, alors, et j'ai pas la réponse, hein, parce que en gros, ça nécessite d'aller explorer tout le contexte, de comprendre, comme un anthropologue, qu'est-ce qui l'a amené à penser ça. Et puis au final, si vraiment on se rend compte que c'est ancré chez elle, qu'il y a un truc qui est de l'ordre du dégoût, face à certains types de personnes, qu'elle n'arrive pas à les servir, ben, plutôt que de lui dire et s'obstiner à lui dire: tu dois changer, c'est pas correct» et cetera, ben, peut-être, arrêter de ne pas la mettre au guichet, quoi. D'accord, voilà, si c'est quelque chose qui ressort de quelque chose qu'on ne peut pas changer. OK. Alors attendez, je regarde ce que vous me dites. Comment peut-on les formuler? Alors j'y viendrai à la fin. Je regarde l'heure, 34. On n'est pas obligé d'adhérer, on peut faire en sorte de travailler son envie de comprendre l'autre comme une opportunité d'ouverture à travers son histoire, comme quand on va découvrir un autre pays. Oui, c'est ça. C'est aussi comme un anthropologue, tant qu'il n'arrive pas à donner du sens, il cherche à comprendre des choses qui sont très, très, très éloignées de lui, voire auxquelles il n'adhère pas. Et c'est ça vraiment, à mon sens, la véritable empathie. Merci Aurélie de nous apporter un éclairage pour définir à quel moment, en se décentrant, on ne risque pas aussi de se perdre dans nos ancrages, nos voyages. Alors en fait, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, mais l'idée c'est de chercher à comprendre l'autre sans se perdre soi, de bien rester nous ancrés droit dans nos bottes. Ça veut pas. En fait, c'est pour ça je pense qu'on n'ose pas, qu'on a du mal à aller chercher à comprendre quand on n'adhère pas, parce qu'on a tendance à croire que si on va chercher à comprendre, on risque de déjà les autres, peut-être le regard social, les autres vont croire qu'on y adhère, et que nous-mêmes, on risque de se laisser convaincre et d'y adhérer. Mais non, en fait, ça ne veut pas dire qu'on va adhérer, on cherche juste à comprendre, c'est tout. Mais nous, on reste là où on est, bien ancré. Avoir en tête que l'autre se sent écouté, plus il aura tendance à écouter à son tour, tôt ou tard. Oui, chercher à comprendre n'est-il pas plus facile par l'observation qu'avec des questions? Plus facile, je ne sais pas, mais à mon sens, c'est complémentaire. Voilà. OK, je continue. Je continue ce petit parcours. Alors, petite question. Est-ce facile ou est-ce difficile de vivre au Laos? Qu'en pensez-vous? Mon capitaine. Oui, mon capitaine? Oui, quoi? C'est difficile ou c'est facile? Les deux. OK. Facile avec un budget occidental, OK, c'est ça. Je vous raconte une petite histoire. J'ai une amie qui est d'origine laotienne. Sa mère a grandi au Laos. Elle est venue s'installer en France quand elle était jeune adulte. Mon amie était brouillée, pas en bon terme avec sa mère lorsqu'elle était elle-même jeune adulte. Et elle est partie voyager en Asie. Elle est passée par le Laos. Donc, elle a découvert le pays où a grandi sa mère. Elle est rentrée en France. Elle a eu un élan
d'affection envers sa mère, elle est allée la voir et elle lui a dit, «Maman, j'ai vu ton pays, ça a dû être difficile, de vivre, dans ces conditions». Est-ce qu'elle était empathique et que lui a répondu sa mère? Alors, ouais, elle a dû être choquée, sa mère. Elle part d'une hypothèse, donc oui, empathique. Non, pas empathique, elle était dans son référentiel. OK, j'attends de voir les autres. Si les Laotiens sont heureux, on est heureux au Laos. Sa mère a peut-être de merveilleux souvenirs d'enfance. OK. Donc sa mère lui a répondu: «Tu dis n'importe quoi, c'était les plus belles années de ma vie». D'accord, voilà, donc sa mère a peut-être de merveilleux souvenirs d'enfance. Donc est-ce qu'elle était dans l'empathie? Elle était dans quoi, en fait? La projection? Ouais, c'est ça. En fait, ça partait d'un bon sentiment, donc on peut tendre à croire qu'elle était dans l'empathie. C'était quelque chose de positif, d'accord? Mais en fait, c'était pas de l'empathie, c'était effectivement de la projection. Pour elle, qui a vécu, qui a grandi en France, vivre au Laos, ça aurait été hyper difficile. Mais pour sa mère qui n'avait connu que ça, ben, en fait, voilà, c'était pas, c'était pas difficile. Donc en fait, ici, attention. Donc déjà, je vous ai dit, quand on est déjà, c'est difficile, d'être empathique envers quelqu'un qui nous choque, mais finalement, on se rend compte assez vite qu'on tombe dans le jugement. Quand on pense de quelqu'un: «Bon là, franchement, c'est un connard», ou enfin voilà, on sait assez facilement qu'on n'est pas dans l'empathie, d'accord? La difficulté, c'est quand on est animé de sentiments positifs et là, on peut croire qu'on est dans l'empathie et en fait, on est dans la projection. Donc il y a énormément de confusion entre projection et empathie, en fait. OK? Et là, on s'en rend pas compte, c'est très, très insidieux. Donc voilà, donc est-ce que vous, vous avez des exemples de moments où vous avez cru être empathique et vous étiez dans la projection et au final, ben, ça a pu créer des plus de problèmes qu'en résoudre? Par exemple, être empathique envers des SDF, c'est très, très difficile. On est on est forcément dans de la projection. Nécessairement? Comment? Pas nécessairement? Non, non, pas nécessairement. En tout cas, en fait, moi, je pense qu'on est par défaut, dans le jugement ou dans la projection et que, quelque part, c'est un effort de se mettre vraiment dans une posture d'empathie. Je suis pas d'accord. Non? OK. Non. Je veux bien que vous précisiez. Faut pas le faire par écrit parce que j'ai vécu longtemps aux États-Unis, donc Ouais, mon français, il est terrible. d'accord. Heu, mais je vais prendre juste, 30 secondes, mais je pense que tout est une question d'équilibre et vous pouvez être empathique avec tout le monde, mais s'il y a pas de réception, si ce que vous dites ou si c'est pas ce que vous dites qui est important, c'est ce que les gens ressentent Oui, et donc l'empathie, c'est pas nécessairement de la parole, c'est de l'écoute et de l'écoute attentive, en prouvant qu'on a bien compris l'autre, en posant des questions, pas en disant refaire, mais en posant des questions pour montrer qu'on a bien compris le dialogue. oui, ça, je suis Vas-y. d'accord. Oui et ça rejoint quelque chose que je voudrais enfin, ce que j'ai commencé à dire et que je redirai, c'est pour moi, c'est 1, ça prend du temps et 2, on ne peut f on n'a aucune certitude, ça nécessite énormément d'humilité
et on ne peut faire que des hypothèses qui doivent être confirmées. Donc effectivement, forcément, c'est un dialogue. Mais et c'est pour ça que juste dire dans la rue: «Ah tiens», sans avoir d'échange avec une personne, enfin, par exemple, un SDF, pour reprendre l'exemple que je prenais, on peut pas être dans l'empathie. Si on se dit: «Ah, j'aimerais pas être à sa place», là, tout de suite, là, enfin, si on se dit que ça, on peut croire être dans l'empathie, mais là, on est juste dans la projection. Après, effectivement, si on va discuter avec lui, échanger, s'intéresser avant, etc., on peut rentrer dans un processus empathique. Mais ce que je voulais dire, c'est que attention à ne pas croire que dès qu'on est animé d'un bon sentiment positif envers une personne qui vit quelque chose de difficile, on est dans l'empathie. Ça, on est à ce moment-là, on est dans de la projection, en fait. On se dit, moi, à sa place, pour moi, ça serait difficile. Oui et non. Ok, Quand on commence à intellectualiser quelque chose, on perd l'empathie. L'empathie, c'est pas simplement intellectualiser les choses, c'est les ressentir. Je peux très bien vous regarder et par la façon dont je vous regarde, vous comprenez. J'ai pas besoin de vous parler pour que vous me compreniez. J'ai juste besoin de vous observer d'une certaine façon et poser les bonnes questions au bon moment. ok. Merci pour votre retour. Mon Euh, plaisir. alors, vis-à-vis d'une personne en situation de gap, peut-être que c'est très dur sa vie. Oui, mais je comprends pas. La fille, elle dit, maman, est-ce difficile de vivre au dingue? Donc, en quoi elle n'est pas empathique? C'était une question. Non, c'était pas une. Enfin, oui, c'était une question. Bah, en fait, parce que dans sa question, en fait, elle lui a pas vraiment dit sous forme de question. Elle lui a dit: «Je suis allée», ça a dû être difficile. C'était une question affirmative, en fait. C'était une question avec une hypothèse déjà que c'était difficile. Mais donc il y avait une intention au départ, de la comprendre, effectivement, d'être empathique, mais il y avait quand même le jugement derrière que ça avait dû être difficile. Mais je suis quand même d'accord avec ce que vous dites, qu'effectivement, si c'est une question, heu, en gros, ça dépend si c'est une question qui est plus ou moins qui va affirmative ou si c'est une vraie question qui questionne. On comprend la souffrance ou les frustrations, même le contexte des représentations mentales de nos collègues, par exemple. Ceci dit, on est heurté par leurs réactions quand bien même on comprend le processus. Alors, j'ai pas tout compris ce que vous vouliez dire. On comprend la Euh, souffrance. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Oui, En fait, moi, je travaille dans le domaine artistique ouais. et j'ai beaucoup de collègues ou de collaborateurs qui sont, par exemple, qui ont beaucoup un profond besoin de reconnaissance et qui ont toujours peur du jugement. Et ça, on peut le comprendre de par leur parcours, mais ça les conduit à avoir justement un ego que je dirais boursouflé, aussi des souffrances sur le plan narcissique, même, et qui les conduisent à avoir des réactions parfois autoritaires ou péremptoires. Donc on comprend tout ça, Ils se et en, protègent un peu, ouais. ouais, mais en même temps, ça génère une forme de toxicité ambiante qui n'est pas saine. Alors, jusqu'où, voilà, on peut très bien comprendre leurs problématiques dans leur parcours de formation ou dans leur parcours professionnel, mais est-ce qu'ils sont forcément obligés de toujours nous faire revivre leur souffrance? Ah, Vous OK. voyez? Oui, oui, en fait, c'est ce qu'on doit accepter sous prétexte qu'on comprend et ce qu'on doit accepter. C'est ça. Ouais, alors je dis pas qu'il faut accepter. Je dis que déjà, c'est être lucide sur la situation problématique telle qu'elle est plutôt que de la mettre sous le tapis. Et puis après, ben là, l'idée, l'objectif, à mon sens, ça serait de mettre en place un projet pour ensemble trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Voilà, par rapport à tout ça, leur faire co-construire quelque chose qui fonctionne, et les rendre acteurs de ce quelque chose qui fonctionne, en fait. Oui, oui, ben, il y a un terrain, comment dire, de psychologie sociale approprié dont je pourrais vous faire part OK, en OK, commentaire. OK, OK. Comment accompagner le changement si on a des cultures professionnelles très différentes en étant apathique pour faire commun? Bah, ça, ça, c'est un sujet, je vous invite à, enfin, c'est en gros, une des clés, c'est de les faire prendre conscience ensemble de leurs différences et de leur faire co-construire quelque chose, qui leur convienne à tous, et ça, c'est un vrai projet.
Voilà, là, on va un petit peu au-delà de ce dont je voulais vous parler. Si on est dans un contexte pro, par exemple, dans le domaine de la relation client, est-ce qu'on a forcément besoin d'adhérer à la position de quelqu'un? Je pense qu'être en pratique, c'est d'être capable de déchiffrer les besoins qui se cachent derrière la position de quelqu'un. En fait, on n'a pas besoin forcément d'adhérer. On a déjà besoin de comprendre et d'identifier là où sont les nœuds, les tensions, pour être lucide par rapport à ces nœuds, à ces tensions, pour pouvoir ensuite, dans un deuxième temps, et là, je suis désolée, mais c'est pas l'objet de il nous reste 10 minutes, ensemble, co-construire des solutions. Mais pour pouvoir co-construire ensemble quelque chose qui fonctionne, il faut déjà réussir à voir avec lucidité ce qui dysfonctionne et donc les tensions qui sont créées, enfin qui existent entre les uns et les autres et l'empathie, la compréhension des uns et des autres avec empathie est à mon sens, la première chose à faire, la première étape. Ce n'est que le début en fait. D'où les besoins d'empathie éthique. D'empathie éthique. Oui, parce que l'éthique, c'est la clé. Si vous voulez être empathique, faut partager éthiquement des valeurs communes. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez rien. Alors oui, pour pouvoir fonctionner ensemble, dans tous les cas, il faut réussir à faut qu'il y ait des choses qui fédèrent. Oui, bien C'est, sûr. voilà, oui, ça, on est aussi, d'accord. Alors est-ce qu'il y a de l'empathie non éthique? Bah, c'est peut-être, la l'image que j'avais mis en avant pour cette conférence, en fait. Comprendre l'autre, en fait, l'idée, c'est l'objectif là et on va revenir dans ma conclusion, c'est de mieux comprendre les uns et les autres pour arriver à des choses constructives et non pas destructives. OK? Je continue. Alors ah non, je vais trop loin. Hops, attendez, voilà. J'étais j'étais où? Oui, alors petite histoire, que je vous rapporte d'une personne qui travaillait, au ministère de la Défense et qui disait que Jean-Michel Millet, que certains d'entre vous connaissent, voilà, qui travaillait pour le ministère de la Défense et maintenant qui est responsable de la transformation à l'OTAN, qui a fait une conférence sur, la manière dont, l'armée utilise le design thinking. Si vous êtes intéressé, je vous enverrai le lien de la conférence que j'avais enregistrée. Et donc, il racontait que des officiers dans un pays, je ne sais plus lequel, avaient décidé de construire un puits dans un village pour éviter aux femmes de faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau, 1 fois par semaine, et porter des charges d'eau très, très lourdes, très, très loin, je sais plus les distances et que donc pour leur rendre serv enfin voilà, pour leur éviter de faire ces trajets, ils avaient construit un puits. Le puits a été détruit. Qui a détruit le puits? Une pelle. Une pelle? Les femmes? Non, non, non. Contrex. Contrex? OK. Alors, j'attends d'autres Plaisante, réponses. plaisante, je plaisante. Non, ce sont les femmes, parce qu'elles avaient besoin d'aller aussi loin. Les habitants, les hommes qui voulaient être tranquilles. Alors vous dites 2 choses. Vous avez dit à l'oral les femmes et là vous écrivez les hommes? Non? Pierre-Éric? Je me suis trompée? OK. Non, non, j'établis des hypothèses. Ah OK, OK, très bien, des hypothèses. OK. Donc la réponse est les femmes. Les femmes parce qu'effectivement, elles tenaient énormément à cette balade entre elles, même si c'était éprouvant, pour pouvoir s'échapper du village, papoter, enfin voilà, être entre elles et voilà. Donc ici, quel enseignement vous en tirez? Que l'humain n'est pas fiable. Comment? Que l'humain n'est pas fiable. L'humain n'est pas fiable? C'est ce qui le rend beau d'ailleurs. OK. Alors là, on tombe dans la philo.
tout est basé, la tout, non-fiabilité rend-elle l'homme bon? Ok. Je ne vais pas y répondre dans les 8 minutes qui restent. Alors, quel autre enseignement? Donc moi, l'enseignement que j'en tire, c'est que attention à la pseudo-empathie. Là, ça partait encore une fois d'une bonne intention. Ils se sont dit, ces officiers, bon, bah, on va aider les femmes quand même, ça serait plus chouette pour elles. Donc on pourrait penser qu'ils sont empathiques. Mais comme vous l'avez très bien dit, Pierrick, c'est bien de faire des hypothèses et c'est encore mieux d'aller les vérifier. D'accord? Donc attention à ne pas décider des choses pour les autres sous, couvert de pseudo-empathie. Vous voyez là le travers dans lequel on peut tomber, quoi. L'enfer est pavé de bonnes intentions. OK, c'est aussi de la philosophie. Ouais. OK. Donc les femmes, elles ont rien demandé, elles, voilà, et puis quand bien même on leur aurait demandé leur avis, auraient-elles pu être en position de dire: «Non, on n'en veut pas»? Je suis pas sûre. Donc c'est aussi délicat parce qu'on peut pas toujours forcément donner la réponse peut-être qu'on souhaite donner en fonction du contexte. Je sais pas. Voilà, donc tout ça pour dire que ce ne sont encore une fois, ça revient à l'histoire de la danseuse. On ne peut jamais savoir avec certitude, ce qui convient aux autres. On ne formule que des hypothèses et à minima, faut aller s'efforcer de les vérifier. Sachant que peut-être même, on pensera qu'on les aura vérifiées et que la personne, elle nous aura menti parce qu'elle ne peut pas nous dire, la vérité. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que rien n'est sûr et qu'il faut faire très attention. Donc ma définition de l'empathie, c'est déjà la capacité à sortir de la projection. Donc ça veut dire qu'il faut faire abstraction de son propre contexte, de ses propres valeurs, de ses propres croyances, de son propre fonctionnement, de ses propres ressentis. D'accord? Donc déjà tout ça, c'est pas facile. Et à émettre des hypothèses. Ça ne peuvent être que des hypothèses. On ne peut jamais avoir des certitudes, avec humilité donc, et ces hypothèses, elles nécessitent d'être vérifiées. Sinon, là, moi, je vois le travers. Là, actuellement, tout le monde parle d'empathie, d'apprendre l'empathie à l'école, etc. J'ai très, très peur de ce que ça va donner. Par exemple, une fois, j'ai vu sur LinkedIn quelqu'un qui avait posté un post en disant, «Mon chef a été super empathique, je devais m'absenter pour m'occuper de mon enfant malade et cetera et je devais l'aider, alors que je devais l'aider pour, je sais pas, pour son discours, la rédaction de son discours et il m'a dit: «Non, non», et en gros, la personne regrettait après parce qu'il a fait un truc qui est je sais j'ai plus les détails, je n'aurais pas dû vous donner cet exemple-là parce que je l'ai plus. En tout cas, ça partait d'une bonne intention, mais sauf que lui, il n'avait pas vérifié que cette femme-là, sa priorité, c'était vraiment de s'occuper de son fils et non pas de l'aider à faire son discours et le résultat était insatisfaisant pour elle et donc en gros, on peut vite tomber dans la manipulation sous couvert d'empathie. «J'ai fait ça pour ton bien». D'accord? Donc, on ne peut jamais, à mon sens, prendre une décision pour une personne sous prétexte d'empathie envers elle, avant d'avoir vérifié que ça lui convient vraiment. Sinon là, enfin, je vois la voie royale pour la manipulation. OK? Donc je ne sais pas comment l'empathie va être enseignée, aux élèves, mais attention à ça. Ça peut être enfin, méfiance. Donc sans jugement. Et donc, à ce stade, la question, c'est pas de savoir si on adhère ou si on n'adhère pas. C'est juste de C'est quoi? comprendre. Comment? Non, vous avez utilisé un mot-clé, jugement. Je suis pas d'accord avec le mot jugement. C'est pas condamner. Jugement, c'est normal de juger les gens, mais pas les condamner. Ça, c'est important. Alors, Vous pouvez OK, juger quelqu'un, mais le OK. condamner ou le blâmer pour ça, c'est pas bien.
Ok, alors j'entends ce que vous dites. Ok, peut-être que le terme de jugement, mais l'idée là, c'est vraiment de, avant même de le condamner, enfin, je sais pas, ça mériterait que j'en rediscute avec vous parce que je pense qu'avant même de le condamner, d'essayer, de s'efforcer de ne pas avoir d'avis, mais peut-être qu'on en a toujours un malgré nous. Voilà, mais Automatiquement. ouais. C'est inévitable. Ok, donc effectivement, c'est peut-être plus sans condamner la personne, sans Soi-même et l'autre. soi-même et Pas l'autre. se condamner. Ouais, En tout cas, soi-même et l'autre. en tout cas, c'est vraiment de chercher à distinguer, comprendre et adhérer, et de pas de sortir Équilibré. et de sortir de cette. Vous l'avez bien senti hein, avec le petit jeu qu'on a fait avec Marie. Dès que quelque chose nous choque, on plonge dedans et on est la seule chose qui nous intéresse quelque part, c'est de faire changer cette personne qui nous choque, de lui faire prendre conscience qu'elle a tort de faire ça et qu'il faut absolument qu'elle se ressaisisse et qu'elle fasse autrement. C'est notre priorité. Et donc, c'est de ne pas plonger tête baissée dans cet écueil-là, en fait. Donc, c'est de mettre de la distance par rapport à ça. Donc, peut-être qu'effectivement, le terme de sans condamnation est plus adapté. Je vous remercie. Et pour s'intéresser de manière constructive à une autre personne. Et donc là, j'insiste sur le côté constructif. C'est aussi ce que vous disiez tout à l'heure. Enfin, je pense que ça fait le lien avec ce que vous mettiez sous le terme de la nécessité de l'empathie éthique. Parce que l'objectif, c'est d'améliorer une relation ou de résoudre un problème et c'est certainement pas de manipuler une personne, enfin voilà, ou de se servir de sa compréhension de la compréhension qu'on a d'une personne pour lui faire du mal, en référence à l'image que j'avais mis, sur la communication de cet atelier. Votre discours dans l'ensemble me fait penser au modo des 4 mousquetaires. Un pour tous et tous pour un. C'est exactement ça, OK, bah, je vous remercie pour pour moi. cette conclusion. Merci beaucoup. Non, non, c'était pas. Oui, ben, je suis content que ça, vous l'appréciez, mais c'était, encore une fois, pour moi, c'est renforcer ce que vous avez dit, dans le sens où c'est ça l'empathie. Vous prouvez que j'ai compris ce que vous avez dit. Et moi, je l'ai compris comme ça. Vous êtes d'accord ou pas d'accord, c'est votre choix. C'est votre choix et votre liberté. On vit dans le plus beau pays du monde, dans le sens où notre motto est liberté, égalité, fraternité. On ne peut pas trouver mieux n'importe où au monde. Euh, aux États-Unis, au Japon, n'importe où. On vit dans un pays merveilleux. euh, et quand je vous entends et que je vois comment les gens réagissent, aussi bien ceux qui sont intervenus, ça ne m'étonne pas. Euh, on a une capacité mentale, intellectuelle et spirituelle hors du commun en France. On a eu la révolution en Je on a eu la révolution en 1989 et je pense que la prochaine va venir de nous aussi. OK, merci. Je vais juste terminer parce qu'il est 13 heures. Alors, j'ai une dernière slide. Donc, comment questionner avec empathie? Je pense que c'était une question qui m'avait été posée au début. Donc, ma vision des choses, c'est d'abord y consacrer suffisamment de temps. D'accord. Faire en sorte aussi que la personne se sente en confiance et ne se sente surtout pas jugée ou condamnée, si je reprends le terme d'Alain Rondelli. OK. Donc ça veut dire que Alain, ça suffit, hein. comment? Alain, ça suffit, hein. D'accord. Je vous remercie, là. Donc qu'elle se sente surtout pas jugée, donc ça veut dire qu'il faut une intention authentique de la comprendre avec de la tolérance et puis faire attention aussi au ton parce que si elle sait qu'elle peut être à juste titre dans une posture de méfiance, et savoir parce que c'est la je sais pas moi, parce qu'elle sent bien que son mode de vie, n'est pas conforme, à la société et donc savoir qu'à chaque fois que quelqu'un va venir l'interroger, forcément ça va être pour la juger, voire la condamner parce qu'elle l'a vécu, X fois. Donc elle peut être déjà dans une posture de méfiance, de résistance. Donc vraiment, faut vraiment mettre en place de la confiance et puis aussi, comprendre, s'inspirer de l'anthropologie, c'est-à-dire comprendre le contexte,
tout d'abord les valeurs, les croyances, le fonctionnement, etc. Et pas juste dire, bon, ben voilà, la personne, elle a fait ça, je suis empathique, c'est intuitif, enfin, se croire facilement comme ça empathique, au risque de tomber dans l'écueil des officiers qui font un puits pour les femmes alors qu'elles n'en veulent pas, quoi. Et donc déjà questionner, faire des hypothèses et surtout après, enfin surtout et aussi vérifier. Voilà. Donc bah, je vous remercie beaucoup pour votre active participation. Je lis les dernières choses que vous m'avez mises. Euh, ok. Bah, merci à vous tous. Et j'ai enregistré cette conférence. Il y a des personnes qui n'ont pas pu assister, qui m'ont demandé si ça serait enregistré, si je le communiquerais. J'ai répondu que je ne pouvais pas répondre parce que ça dépend de vous, vu que ce n'était pas une conférence à laquelle j'avais la parole seule et qu'il y a eu beaucoup d'interventions. Donc, donc, ça dépend de vous. Je peux vous le communiquer à vous, ça c'est sûr, et à vous de me dire, alors, si vous m'autorisez à le communiquer plus largement ou pas. Je vous laisse mettre dans le chat. Je pense que je vais renvoyer la conférence à toutes les personnes qui étaient inscrites et je redemanderai, voilà, s'il y a une seule personne qui s'oppose, qui a été gênée, ben, je ne le communiquerai pas. Ok, bah merci à vous. C'était très chouette pour moi d'échanger avec vous. C'est la première fois que je fais, enfin voilà, je l'échange aussi largement sur le sujet. Je le fais en général lors de mes formations, de mes accompagnements, mais c'était super instructif. Donc bah, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne continuation et une très bonne journée, fin de week-end, enfin fin de semaine, mais pas encore en week-end. Au Au revoir. revoir. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir, bonne journée. Merci. Merci. Au revoir.